Avant de penser que tu es en dépression, demande-toi si tu n'es pas simplement entouré de connards. Comme j'avais de très bonnes notes, personne n'a vraiment eu idée. Années 80, 90, on connaissait beaucoup moins bien le TDAH. D'ailleurs, je trouve que le terme TDAH est très mal choisi, parce qu'on n'a pas vraiment de déficit d'attention. Au contraire, on a cette tendance à l'hyperfocalisation, mais uniquement sur des sujets qui nous passionnent. On a une très grande résilience, une très grande force intérieure, une fois qu'on a réussi à se focaliser sur un but précis. Je m'appelle Martin, j'ai 54 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie en Allemagne, à Düsseldorf. J'étais longtemps responsable commercial dans des PMI industriels. Je suis depuis quelques années manager par intérim et je fais du conseil en entreprise au niveau stratégie, financement et positionnement commercial, toujours pour des PMI. J'ai découvert à 46-47 ans que j'avais un TDAH, après avoir traversé de nombreuses crises personnelles, dont des dépressions, mais aussi des moments très beaux, avec toujours cette dualité entre le TDAH qui est vraiment le syndrome des extrêmes. Tu t'es orienté dans un domaine qui est assez spécifique. C'est un domaine qui te plaisait, qui t'a tout de suite plu? Comment ça s'est passé? Alors pas du tout. Déjà, mon parcours scolaire s'est bien passé. Le TDAH n'a jamais été détecté parce que j'avais de très bonnes notes, mais sans fournir beaucoup d'efforts. J'ai commencé à patauger sérieusement en école de commerce, parce que là, il y avait quand même beaucoup de maths, de statistiques. On était moins suivis, plus livrés à nous-mêmes. Donc, tous les symptômes classiques du TDAH, comme la difficulté à s'organiser, la tendance à procrastiner, m'ont joué des tours. Donc, j'ai réussi mes études de justesse. C'était pas brillant, contrairement à l'école primaire où j'étais parmi les meilleurs de la classe. Un prof du lycée m'a conseillé de faire l'école de commerce. Et de là, j'ai pris les options marketing pour m'orienter vers vraiment des filières de vente et de déplacement. Donc j'ai été représentant de commerce, je traversais l'Europe avec ma voiture pour voir des clients. Ça a commencé à vraiment te poser problème en école de commerce, oui. Alors que les personnes qui ont un TDAH, c'est souvent l'inverse, ils vont lutter jusqu'au bac et au final s'orienter après, comme ça a pu être mon cas, dans quelque chose qui leur plaît, où le TDAH va beaucoup moins poser problème. Oui, c'est l'inverse, c'est l'une des raisons pour laquelle on ne m'a pas détecté. Et c'est vrai que comme j'avais de très bonnes notes, personne n'a vraiment eu idée. Et puis encore, années 80-90, lors de ma scolarité, de mes études, on connaissait beaucoup moins bien le TDAH. J'ai découvert ta chaîne YouTube par la magie de l'algorithme il y a 2 ans, et j'ai vu tes interviews du Dr Evol, que j'aimerais bien rencontrer un jour. Excellent psychiatre, on lui passe le bonjour. Et une personnalité très sympathique. Voilà, et lui, il a parlé également de la douance, qui est parfois complémentaire au TDAH et qui peut parfois le masquer. Ça revient souvent, cette double casquette qui fait que le TDAH passe inaperçu jusqu'à un certain moment où la compensation ne suffit plus. On a pu en parler un petit peu en amont. Tu n'as pas été détecté au potentiel à proprement parler? Non. Je sais qu'en primaire, il était question de me faire passer dans la classe supérieure. D'accord. Et j'aurais sans doute eu le niveau. Mais du point de vue émotionnel, ça serait probablement très mal passé. Ces personnes qui, sans même parler du TDAH, ont un haut potentiel, ont souvent des capacités qui leur permettent de passer à un niveau supérieur, tout en n'ayant pas cette maturité émotionnelle qui leur permettrait de pouvoir s'intégrer correctement. Donc c'est parfois des personnes qui vont très vite rester isolées, qui ne vont pas du tout s'intégrer dans un groupe. Le revers de la médaille peut être assez conséquent. C'est vrai, j'en ai déjà beaucoup souffert dans mon enfance. Ça s'est amélioré avec l'adolescence. D'ailleurs, je trouve que le terme TDAH est très mal choisi, parce qu'on n'a pas vraiment de déficit d'attention. Au contraire, on a cette tendance à l'hyperfocalisation, mais uniquement sur des sujets qui nous passionnent. Et moi, quand j'ai compris que j'avais un TDAH, que j'étais en train vraiment de le découvrir, même avant le diagnostic officiel par un psychiatre, je me suis passionné pour la matière, j'ai dévoré des livres, j'ai regardé plein de vidéos, de psychiatres américains essentiellement. Qu'est-ce qui t'a posé le plus problème au niveau du TDAH durant ton enfance? D'une part, une légère dyspraxie. Alors la dyspraxie, c'est comme la dyslexie du corps. J'avais quelques problèmes d'équilibre, de motricité en sport, et surtout la régulation des émotions, qui restait d'ailleurs jusqu'à l'âge adulte. Contrairement à toutes les autres problématiques du TDAH où on peut avoir des solutions très concrètes, on a du mal à se concentrer,
finalement, il y a des choses qu'on peut faire dans notre environnement pour faire en sorte qu'on puisse mieux se concentrer ou moins se distraire. Pour la gestion des émotions, c'est tout de même un peu plus complexe. Oui, c'est un long processus qui, à mon avis, n'est jamais vraiment achevé, mais il y a un très grand travail sur soi, et je crois que ce qui est très important, c'est de trouver une communauté, des gens qui te comprennent et qui te soutiennent. Des gens qui t'acceptent tel que tu es. Donc l'entourage. L'entourage joue un rôle énorme. Un YouTuber américain, je ne sais plus qui c'était, il a dit « Avant de penser que tu es en dépression, demande-toi si tu n'es pas simplement entouré de connards. » Il y a une phrase qui est « Vous êtes le reflet des 5 personnes qui vous entourent ». Oui. Et j'ai toujours regardé cette phrase en tête, c'était mon père qui me l'avait dit. Il y a beaucoup de vrai là-dedans, oui. De mon côté, à partir du moment où je m'étais mis sur le projet qui était l'éveil du TDAH, c'est vraiment à partir de là où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un gros shift au niveau de mon entourage. Oui. J'ai bloqué toutes les personnes avec qui je pouvais passer du temps, qui n'avaient plus de centre d'intérêt commun avec moi. J'ai commencé à chercher à attirer d'autres personnes qui étaient proches de ce que je voulais atteindre. Ça a vraiment changé ma vision des choses par rapport à ce que je pouvais faire. Au niveau de l'activité, au niveau de mes études, de tout ça. Ça prouve encore une fois, ton exemple le démontre très bien, Arthur, qu'on a une très grande résilience, une très grande force intérieure, une fois qu'on a réussi à se focaliser sur un but précis et qu'on est capable de passer outre les critiques qui essayent de te décourager. Moi, c'était pareil quand j'ai arrêté ma carrière de commercial pour me mettre à mon compte, pour faire du conseil. Tout le monde m'a dit « Oh, mais tu prends un risque à ton âge, et ceci et cela ». Mais ça venait de gens qui n'ont jamais travaillé à leur compte de leur vie. Ils étaient employés ou fonctionnaires toute leur vie. Lorsque tu parles à des entrepreneurs, ils te feront découvrir un tout autre aspect. On a cette tendance de prendre conseil auprès de personnes qui ne sont pas qualifiées pour faire ce qu'on souhaite faire, ou alors de recevoir des conseils de personnes qui ne sont pas qualifiées pour, mais qui vont tout de même avoir un impact. J'ai appris à filtrer les conseils que je recevais. D'une part, est-ce que la personne est compétente en la matière ? Parce que même si la personne est bienveillante, si elle n'a aucune compétence, par exemple tu veux faire du sport, quelqu'un qui ne connaît le sport que depuis son canapé en regardant une émission, oui, il y en a beaucoup, ne pourra pas t'aider. Pareil, si tu veux être entrepreneur, quelqu'un qui a été employé toute sa vie ne pourra pas t'aider. Donc il y a la compétence, puis il y a la bienveillance. J'ai même rencontré des coachs qui te faisaient grandir jusqu'à un certain niveau, mais pas au-delà. Il y a des personnes qui ne supportent pas que tu les égalises ou que tu les dépasses. Donc elles vont essayer de contenir ton ascension et de la canaliser juste assez pour que ça serve leurs propres intérêts. Souvent on a tendance à faire confiance à notre entourage et à écouter notre entourage pour ces différentes choses, pour nos différents projets, ce qui est probablement une des pires choses que vous pouvez faire. Étant donné qu'ils vont avoir tendance à ne pas forcément vous mettre dans une position risquée, parce qu'ils veulent votre bien, ils veulent votre confort. Exact. Donc, finalement, tu as eu ces émotions un petit peu en montagne russe, cette sensibilité. Et à force d'accumuler des expériences négatives, on développe, en tout cas c'était mon cas, on développe une certaine hypervigilance. On apprend à être toujours sur ses gardes, à lire les émotions des autres, parce que n'oublions pas, il y a ce que j'appelle moi la double peine, le TDAH étant héréditaire, on grandit forcément avec au moins un parent TDAH, donc on est hypersensible et on grandit dans le chaos de ses parents. C'est vrai que j'ai eu affaire, surtout dans mon enfance, à des gens qui m'ont pas mal abîmé, volontairement ou non. J'ai développé une certaine hypervigilance, et la première personne qui m'a mise en confiance totale, c'était mon chien, parce que justement, il y a un amour inconditionnel, et on n'a pas besoin de performer. On est toujours accepté quoi qu'on fasse. J'ai toujours eu un contact facile avec les animaux. D'accord. Peut-être que je me ferai éducateur canin un jour. Pourquoi pas ? Oui. Je peux avoir des personnes en appel qui ont eu des expériences de 10, 15, 20 ans dans leur entreprise, qui vont revendre tout claquer pour ouvrir un hôtel, pour ouvrir un restaurant. Voilà, c'est vrai, ils suivent leur passion. Bon, moi-même, je pense que je vais rester dans le conseil et le management par intérim. Du moins... C'est quelque chose qui te plaît? Dans les prochaines années, oui, parce que ça me plaît. On peut quand même apporter beaucoup de choses, même si, dans l'entreprise, je retrouve des phénomènes que j'ai déjà vus à l'école. Il y a des systèmes qui sont souvent très lâches, qui ne soutiennent pas les victimes et qui préservent les coupables, qui ont même tendance à menacer les victimes d'exclusion lorsqu'elles se défendent. Ça peut être du harcèlement, du bizutage à l'école, comme ça peut être du harcèlement sur le lieu de travail. Et là, je tiens toujours une ligne très claire. Je n'accepte pas de personnes toxiques
dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Même si c'est mon meilleur commercial, je préfère le mettre à la porte tout de suite et préserver l'équipe. C'est intéressant, mais que tu te rends compte que ça a une vraie influence derrière. Elle est énorme et beaucoup d'entrepreneurs ou de dirigeants n'ont pas le courage de prendre ce genre de décision, alors que à la base, le succès d'une entreprise dépend de l'équipe, de son bien-être et de la confiance qu'on leur fait. Ouais. Bien sûr, il faut choisir les personnes. Il y en a qui ne jouent pas le jeu, c'est clair. Mais à la base, il faut offrir une certaine confiance et utiliser les gens en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses, au lieu de vouloir les faire rentrer dans une case. Une entreprise qui gagne vraiment, c'est une entreprise qui crée les postes en fonction de la compétence de ses employés. Qui va s'adapter. Voilà, c'est ça. Qui va s'adapter et qui ne va pas vous forcer à rentrer dans un moule. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que pour une personne qui a un TDAH, il est quasiment impossible de s'adapter. 100%, oui. Parler à un environnement qui ne va pas être en adéquation avec notre façon de fonctionner. Alors finalement, c'est presque un non-choix pour nous que d'aller vers un environnement qui va être adapté, ou en tout cas d'aller dans un environnement qui peut s'adapter. Oui, alors moi j'ai été dans des entreprises où je suis resté 5 ou 10 ans, et il y en a d'autres, ça a pété au bout de 3 mois. Quelles conséquences dans ta vie dues au TDAH ? C'est surtout les montagnes russes qui sont difficiles à gérer, et la tendance à vouloir compenser par de la dopamine. Et oui, j'ai eu de la chance d'éviter tout ce qui est vraiment nocif, comme l'alcoolisme ou le tabagisme poussé ou les drogues. Maintenant, il y a d'autres façons de compenser qui sont pas toujours très bonnes non plus, ne serait-ce que la nourriture, des achats compulsifs, ces choses-là. Ouais, beaucoup de choses sur lesquelles on peut se rabattre pour stimuler ce circuit de la récompense, quoi. Oui, mais même avant d'être diagnostiqué, j'ai appris qu'en prenant soin de mon alimentation et en faisant un peu d'exercice dès le matin, avant le travail, je pouvais être beaucoup plus performant, beaucoup plus concentré. Pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui vont ne pas avoir tous les éléments de base qui vont leur permettre d'avoir, on va dire, leur jeu à 100%. Bien sûr. En matière d'énergie ou autre, je le vois bien avec les personnes que je reçois en rendez-vous découverte. J'ai tendance à m'intéresser à leur structure. Une personne qui n'a pas de TDAH, qui dort 5 heures par nuit, 3 jours après, elle a tous les symptômes d'une personne qui a un TDAH. Oui, c'est vrai. Imaginez une personne qui a un TDAH qui dort 5 heures par nuit, qui va avoir des pics de glycémie en permanence parce que elle va manger n'importe comment. Comment, déjà, voulez-vous qu'elle puisse se concentrer, qu'elle puisse travailler sur elle-même par rapport à ça? Finalement, il y a beaucoup de choses dans notre environnement, que ce soit des perturbateurs qu'on va trouver dans la nourriture, les tentations qu'on va avoir avec tous les écrans qu'il y a autour de nous, les réseaux sociaux, etc. On est en train de modifier structurellement des cerveaux aujourd'hui, dû à ces applications qui vont habituer notre cerveau à de la récompense instantanée sans même fournir d'efforts. Il y a quelques milliers d'années, si on voulait manger, fallait prendre une lance, aller courir dehors et puis se battre pendant 2 heures pour pouvoir manger. Et donc finalement, on avait cette notion de combat, d'effort égale résultat, égale récompense. Aujourd'hui, le TikTok, typiquement, court-circuite ça en nous donnant de la récompense sans fournir aucun effort, et donc notre cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Quels sont les aspects positifs? On a parlé des aspects négatifs, notamment la gestion émotionnelle, qui est très compliquée même à l'âge adulte. Alors, tu parles de gestion émotionnelle, elle a aussi ses points positifs, parce qu'on a une sensibilité à fleur de peau. Lorsqu'on n'est pas justement pris dans ses propres tempêtes, on est beaucoup plus capable de lire les autres personnes, de capter les ambiances, les non-dits, les micro-expressions faciales. On est capable de mieux lire l'autre, en bien comme en mal. On va se concentrer sur plein de détails et voir plein de détails qui pourraient passer inaperçus. Typiquement, je me souviens de moments, en salle de classe, par exemple, quand j'étais plus jeune, voir très vite des personnes qui allaient mal, qui n'étaient pas bien. Voir comment je pouvais les aider, pas forcément parce qu'il y avait une forte empathie en plus, mais naturellement parce que je voyais, du fait que j'étais pas focalisé sur l'info principale, voir des choses que les autres ne voyaient pas forcément, et donc pouvoir agir dessus en conséquence. C'est quelque chose qui a tendance à marquer un petit peu et à vraiment faire notre personnalité aussi. C'est vrai. Alors, il y a la distractibilité, et c'est vrai que l'idée reçue sur le TDAH dans la société, c'est qu'on a des enfants turbulents qui perturbent les cours à l'école, mais qu'il y a un tout autre aspect, c'est la capacité à se focaliser sur un sujet qui nous passionne, qui est énorme. Bon, moi, je peux me focaliser sur un sujet comme le TDAH lorsque j'ai été diagnostiqué, et même auparavant, j'ai bouffé des livres entiers, des conférences de 2 heures sur YouTube, parce que je voulais tout savoir, tout comprendre. Donc, on peut très vite devenir expert dans un domaine
sans fournir d'efforts particuliers, du moins on ne ressent pas l'effort. Alors il y a ça. Et il y a la capacité... peut avoir sa contrebalance quand finalement on a des choses prioritaires, mais qu'on va hyper focaliser sur un sujet, qu'on va le poncer à fond, quitte à en oublier presque tout le reste. Ah ben c'est clair, parfois j'ai des dossiers à préparer pour le lendemain, et puis je me focalise sur un article, un post LinkedIn que je veux faire, et puis là je vais finir le post, et à 17h je me dis « Oh mince, j'aurais dû travailler sur mon dossier ». Ouais, voilà. Par contre, on a la capacité d'improvisation. C'est vrai que, par exemple, au collège, au lycée ou même à l'école de commerce, je devais rendre un exposé ou du moins le présenter en classe. Je rendais une copie écrite au prof, mais contrairement à mes camarades, je ne la lisais pas. Je n'étais pas assis le nez dans ma feuille à lire ce que j'avais écrit, mais je donnais tout de suite la copie au prof. Et à un moment, cette tendance à lire mécaniquement, ça m'a tellement gêné chez les autres que j'ai pris un post-it avec 3 mots-clés, je l'ai sorti de la poche de ma chemise et j'ai parlé 20 minutes sans note. Très naturellement. Voilà, naturellement. Il y en a qui trouvaient ça formidable, le prof entre autres, mais j'ai aussi reçu des regards pleins de haine. Évidemment. Oui. On a cette capacité à fonctionner à l'urgence. Oui, alors là, on est des excellents managers de crise. Ce rapport aussi à une situation qui peut être très différent. Richard Branson, donc le grand patron du groupe Virgin, lui-même est touché par le TDAH. Il y avait eu une réunion chez Virgin de crise. Tout le monde était paniqué quand il est rentré dans le bureau. Lui, il est rentré dans le bureau très calme. Il a simplement demandé de partager quelle était la problématique et il a pu donner un raisonnement qui n'avait rien à voir avec ce que tout le monde pensait, qui était contraire à ce que tout le monde pensait et qui a pourtant été très très logique, ce qui lui a permis, avec son calme et cette réaction très en décalage par rapport à la situation qui était d'une urgence absolue, de donner une solution qui a fonctionné et qui a permis de résoudre le problème très rapidement. Cette capacité, je trouve aussi, est très intéressante. Oui, mais à la limite, plus la situation est urgente, plus on brille quand on a un TDAH. Il m'est arrivé aussi, bon, c'est pour ça que je fais du management par intérim et du conseil, parce que souvent on arrive dans des entreprises qui sont à 2 doigts de couler. J'analyse tout de suite la situation. Je dis, voilà ce qu'il faut faire, 1, 2 et 3. Même tu arrives sur le lieu d'un accident, tout le monde est en train de paniquer. Moi, j'arrive, je dis, bon, toi, tu vas faire ceci, toi, tu appelles les secours, et moi, je m'occupe de telle victime. On peut avoir une très bonne gestion des émotions et une capacité à être impulsif dans certaines situations aussi, qui peut être très intéressante dans des moments comme ça, où la personne qui va être en train de s'étouffer en face de nous, une personne qui n'a pas TDAH va réfléchir à la situation, va se demander si elle va pas lui péter une côte en essayant de faire ça. Nous, on va pas du tout se poser ces questions-là. Une personne qui s'étouffe, on va recevoir l'information, on va agir et on va réfléchir après à « Ah tiens, est-ce qu'on lui a pété une côte ?» Oui, mais au final, c'est pas grave, parce que la personne est en vie. C'est clair. Et on l'a sauvé. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de TDAH chez les pompiers, même les médecins urgentistes, certains chirurgiens. Puis il y a le fait de se sentir très utile. Évidemment, il y a des conséquences négatives, sinon ce serait pas un trouble. Mais si on arrive à compenser, si on arrive à adapter notre environnement, à mettre en place des stratégies de compensation pour compenser cette négativité qu'il peut y avoir naturellement lorsqu'on a un TDAH, ça nous laisse ensuite un boulevard pour s'intéresser à tous les aspects positifs, on l'a dit, tu l'as dit, cette créativité, cette capacité de s'adapter, de réagir à l'urgence de façon naturellement impulsive et bénéfique par moment. Beaucoup de choses qui font que si on arrive à trouver un environnement qui nous correspond, on peut s'en sortir et s'en sortir avec brio. On l'oublie souvent, mais le TDAH est environnemental. Vous n'allez pas réagir de la même façon dans un environnement A et dans un environnement B. Vous n'allez pas avoir les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, les mêmes facultés à faire certaines choses. C'est vraiment important à prendre en compte. Oui, alors il faut être très clair et le rappeler encore à ceux qui nous regardent, le TDAH n'est pas une maladie. On le qualifie de trouble. C'est vrai qu'il peut poser problème, qu'il est souvent associé à d'autres troubles, et il peut aussi poser beaucoup de problèmes à d'autres personnes. C'est un peu un trouble à l'ordre public, en fait, un trouble à l'ordre établi. Bien sûr, l'entourage va en prendre pour son grade. Mais il y a aussi d'énormes opportunités qu'on arrive à saisir, comme tu disais si bien, Arthur, lorsqu'on travaille sur son environnement, lorsqu'on s'entoure de personnes qui nous soutiennent et qui ne disent pas des bêtises du genre « Ah, tu n'as pas de TDAH, tu es calme ». Alors qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'un adulte ne va plus grimper sur les tables. Il canalise. Voilà, il canalise, et que c'est intérieur. Bah oui, et puis la majorité, et c'est aussi ça qui pose un petit peu problème dans la définition même du TDAH, en tout cas dans cette terminologie, qui est que
ça laisse penser que l'hyperactivité est obligatoirement physique. C'est faux, voilà. Elle peut être tout à fait psychique. Oui. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, moi-même c'est le cas, j'ai absolument pas d'hyperactivité physique, vous me verrez pas courir de partout. Si vous demandez à mes parents comment j'étais dans la cour, j'étais souvent dans mon coin, j'intériorisais énormément. Oui. Mais voilà, c'était souvent sur les bulletins, et dans la lune, et tête en l'air, et dans sa bulle, dans son monde. Parce que finalement, je faisais pas de bruit, j'étais au fond de la classe et j'étais dans mes pensées. Je rêvais d'autres choses. Et je parie que pendant que tu étais dans ta bulle en cours, tu dessinais des avions, le prof t'appelait, tout à coup tu étais capable de répondre à sa question. Par moment, exactement, parce qu'il y a toujours une oreille qui traîne. Il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui vont davantage intérioriser avec leur TDAH, qui vont davantage avoir cette hyperactivité qui va être psychique et qui vont pas bouger partout, contrairement à tous les petits gars qui vont avoir tendance à avoir cette hyperactivité physique. Et il y a ce côté hyper focus qui est très bénéfique. Moi, par exemple, j'ai la chance de l'avoir quand je conduis, ce qui fait que je n'ai jamais eu d'accident, alors que je roule vraiment beaucoup. Oui. Et pas toujours doucement non plus, je l'avoue, mais j'arrive très bien à anticiper les comportements des autres. J'avais un chef de service qui souffrait du mal de la route, donc il voulait toujours conduire lui-même. Et moi, être passager, c'est une vraie torture, parce que je n'arrive pas à débrancher mon cerveau. Un jour, ce supérieur hiérarchique, qui était très très bien d'ailleurs, se sentait mal. Il m'a laissé le volant pendant 1 heure, le temps de faire une sieste, et j'ai roulé pendant 1 heure sur l'autoroute allemande, donc même à vitesse élevée, et au bout d'1 heure, il s'est réveillé, et il m'a dit « Écoute, t'es quand même un vachement bon conducteur, un jour j'ai laissé le volant à ton collègue, j'ai été malade au bout de 5 minutes. » Avec cette capacité à hyper-focaliser, quand on l'exploite correctement, ça peut changer beaucoup de choses. Oui, là, j'étais simplement sur l'autoroute à vitesse élevée, mais je savais très bon, là devant, à 500 mètres, ça va freiner, je lève déjà le pied. On anticipe. Donc, oui, j'anticipe, il n'y avait jamais de gros freinage, mais j'ai tendance à dire, quand je conduis, que je sais ce que fera l'autre avant qu'il le sache lui-même. C'est pour ça que je n'arrive pas... À la limite, je suis passager dans une voiture, je suis plus fatigué à l'arrivée que si j'avais été au volant. Et puis bon, il y a la créativité aussi. Lorsque j'étais à l'école, j'adorais écrire. J'ai un peu perdu l'habitude à l'école de commerce. Mon travail me prenait beaucoup de temps. Et plus tard, dans la vie professionnelle, j'ai un peu continué, mais quand j'ai traversé mes dépressions, tout s'est anesthésié. Et même pendant très longtemps, je n'ai plus retrouvé cette créativité. Elle était en sommeil, et tout à coup, les derniers temps, elle est revenue. Et là, j'ai publié un roman qui s'appelle « La plage après l'orage ». Que t'as pu m'envoyer. Tu abordes le TDAH dedans. C'est l'histoire de 2 frères qui se sont un petit peu perdus de vue, qui se retrouvent à un moment donné. Il y a le TDAH qui a son impact dans le livre. Alors, il y a différents sujets, les problèmes que le TDAH peut générer, mais aussi les bons côtés, parce que Mathis, le petit frère, se rend compte que son grand frère Manu est au bord de la rupture. C'est lui qui saisit le premier tous les signaux subtils que quelque chose ne va pas. Même s'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, il ressent immédiatement ce que les autres ne perçoivent pas. Il y a d'un autre côté Manu, le grand frère, toujours solide, adulte avant l'âge, qui a toujours pris sur lui et qui arrive justement à un point de rupture. Il y a des tas de personnes qui gravitent autour, dont un psy qui finit par aider d'abord le grand frère à se reconstruire, mais aussi à diagnostiquer le petit frère qui était passé sous le radar jusque-là, tout simplement parce que l'école s'est toujours contentée de sanctionner, mais pas de chercher à comprendre, et la mère qui n'a pas compris ce que ça représentait, parce que c'est vrai que le TDAH est très mal connu dans la société. Il y a des tas d'idées reçues qui sont fausses ou incomplètes. Il est peut-être utile que des gens qui sont concernés eux-mêmes prennent la parole. L'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que les jeunes qui s'interrogent ont accès à des informations qu'ils n'auraient jamais eues autrefois. Ils ont accès à de l'information, mais aussi à des exemples. Les motivations pour prendre cette parole ne sont pas forcément les bonnes. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à parler du TDAH, qui ne sont absolument pas touchées par ça, mais qui voient l'intérêt de vendre n'importe quelle connerie derrière. Juste pour quelques clics, oui. C'est ça. Le clic, ça fait rentrer de l'argent dans la caisse. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu as pu lire? Cette relation au niveau des 2 frères, le fait que le grand frère soit assez tiraillé, son rôle naturel de grand frère qui est censé sécuriser, aller de l'avant, montrer l'exemple, se voit mis à mal. Oui, donc la vulnérabilité. Exactement. Le clin d'œil au TDAH, j'ai beaucoup aimé. Sur la fin du livre, il rencontre ce psychiatre, il y a cette explication derrière qui est donnée. Ça me fait très plaisir parce que moi-même, n'ayant pas grandi avec un frère ou une sœur, j'ai dû vraiment imaginer les liens
Oui, me souvenir de mes amis qui, eux, avaient des frères et des sœurs, me plonger aussi dans ce qu'ont ressenti d'autres personnes. Alors tu disais que dans ce livre, on sent le vécu, même si c'est une fiction. Oui, il y a des éléments de ma propre histoire, mais je ne les ai pas projetés sur un personnage en particulier. Et à l'inverse, ce que vivent les différents personnages de mon livre, ce n'est pas forcément que mon histoire, c'est aussi l'histoire d'autres personnes que j'ai connues. Le but du jeu n'est pas de détricoter pour savoir qui est quoi, qui a fait quoi, qui a vécu quoi, mais juste de montrer ce qui est possible, qui pourrait se passer. Et les potentielles conséquences, en effet, du TDAH. Oui. En bien comme en mal. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de t'intéresser vraiment au TDAH? Alors oui, tu en avais un, donc forcément tu t'y intéressais un petit peu. Quel est ton moteur derrière ça? Alors c'est peut-être dans ma nature de ne pas être tiède, d'y aller à fond ou pas du tout. Ouais. Et là j'ai voulu tout comprendre. Et j'ai aussi ce besoin, à mon âge, de transmettre. Parce que j'ai reçu de l'aide, du soutien de certaines personnes, et même si je ne peux pas le leur rendre à elles, je peux transmettre mon expérience et en aider d'autres. Alors si une personne qui a un TDAH lit ce livre et réalise qu'il y a aussi des opportunités, j'aurai accompli mon rôle. Bien sûr. Aujourd'hui, si tu devais garder une chose que le TDAH t'a apporté, qu'est-ce que ce serait si tu devais demain repartir dans une vie sans TDAH? Est-ce que tu choisirais de le faire? Oui, alors je pense qu'il m'a apporté une immense résilience. Parce que quand je regarde en arrière, sur tout ce que j'ai vécu, je me dis qu'il y en a d'autres qui auraient plongé pour moins que ça. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, j'essaie de retenir les aspects positifs. C'est sûr que si c'était à refaire, il y a des choses que je referais autrement, ou que je ferais bien plus tôt, en connaissance de cause. Mais si c'était à refaire, oui, je le garderais. Si tu devais donner un conseil à ton toi de quand tu avais 20 ans. Oui, je lui dirais surtout crois en toi. Ok. Crois en toi et recherche des personnes qui croient en toi. Donc c'est entourage. Oui, c'est l'entourage, mais aussi la confiance en soi. Parce que trop souvent, même quand on a de bonnes notes, la validation dont on aurait besoin, on ne la reçoit pas toujours des personnes dont on aimerait la recevoir. Et c'est aussi un aspect que j'ai abordé. Alors ceux qui lisent le chapitre 5, pour moi c'est vraiment le chapitre clé, où Mathis, le petit frère, raconte comment il réussit son bac contre toute attente. Il fait un voyage initiatique, il trouve l'amour, il réussit à intégrer l'école supérieure dont il rêvait, et tout roule pour lui. Mais son grand frère, qui est à Paris, lui manque, n'a pas tellement le temps de lui exprimer son admiration, sa reconnaissance, qui est là. Donc c'est un peu la quête de validation. J'ai reçu la validation de gens dont je ne m'y attendais pas. Et finalement, on se rend compte que même si on ne reçoit pas la validation des personnes dont on aurait aimé la recevoir, ce qu'on reçoit, c'est au moins aussi précieux, sinon plus. Et j'ai appris une chose, on ne peut jamais convaincre quelqu'un contre son gré. Donc tu peux faire tous les efforts du monde, si une personne décide de ne pas reconnaître ce que tu as fait, c'est douloureux, mais il faut focaliser ton énergie sur ceux qui sont là et qui te disent bravo. Qui reconnaissent ce que tu fais. Voilà. Mais une personne aujourd'hui qui souhaite se procurer ton livre, comment il peut faire? Alors sur Amazon, je l'ai auto-publié. Sur Amazon. Sur Amazon, il y a le tirage papier, il y a l'édition Kindle. Oui. Pour 7 € et 3,50 € respectivement. Ok. Donc j'ai pris volontiers un prix très bas. Mon but n'est pas de gagner de l'argent, mais simplement de faire passer un message. C'est ça, de pouvoir l'envoyer au plus grand nombre. Oui. Alors je l'ai publié sous un pseudo. Il faut quand même que je précise. J'ai choisi le pseudo pour la fiction. Je publierai sûrement des livres de management à l'avenir. En ton vrai nom. En mon vrai nom. Et là, j'assumerai tout ce que je dis sur la vie en entreprise. Bien sûr. Pour le reste, la santé mentale, pour l'instant, je publie sous un pseudo. Oui, bah tu fais bien. Des personnes qui me demandent mon accompagnement sur les entretiens d'embauche, est-ce que je devrais dire que je suis touché par ça? Surtout pas. Oui. Surtout pas. Je confirme. Surtout pas. Je confirme. Pour moi qui connais la vie en entreprise depuis plus de 30 ans, surtout pas. Pour le coup, on n'est pas encore assez prêt en France, en tout cas assez éduqué sur le sujet pour pouvoir... Non. En Allemagne non plus. Tout le spectre. Oui. Les choses commencent à bouger tout doucement. Oui. Et justement, ta génération fait un travail énorme. Parce que ta génération, je connais beaucoup de jeunes qui ont autour de 25 ans. C'est une génération formidable parce que c'est celle qui commence à casser les cycles négatifs. Et à dire stop, je ne veux plus continuer comme avant. Je remets en question
certaines idées reçues, certains tabous. La santé mentale en est un. On peut pas ignorer des choses qui ont des conséquences et le TDAH en fait partie. Oui. Si on l'ignore et qu'on classe ça dans simplement un problème comportemental, bien ou sûr, quelque chose qui a des conséquences mais qui est dû aux mauvaises causes, et ben finalement on ne peut pas agir dessus, et si on ne peut pas agir dessus, on peut pas en prendre vraiment la responsabilité. Voilà, et c'est comme les neurodivergences au sens large du terme, la dépression, le burn-out, le harcèlement, ce sont des sujets tabous, et comme je disais tout à l'heure, ceux qui auraient le pouvoir de faire cesser les choses, souvent ne le font pas par lâcheté, et ça c'est en train de changer grâce à ta génération notamment. Il faut aussi qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent, il y en a de plus en plus en effet qui commencent à parler de tout ça, c'est bien, il faut être informé sur le sujet avant de commencer à en parler, c'est important aussi, pour pouvoir transmettre les bonnes choses. On a une audience, donc un impact, il y a des gens qui nous écoutent. Oui, on a une certaine responsabilité, absolument. Mais je pense que le simple fait d'en parler, de mettre les points sur les i, fait partie de cette responsabilité et qu'on ne doit pas se défiler. Absolument, absolument, tout à fait. Juste par confort ou pour éviter des risques. Absolument. Et il y a toujours quelqu'un qui un jour saura que j'ai écrit sur livre et qui ne voudra pas m'empocher ou me confier une mission pour ceci. Mais je me dis, au fond, tant pis. Peut-être, mais si derrière il y a 2-3 personnes qui ont eu et qui ont pu apprendre des choses et qui peuvent s'en sortir dans leur vie peut-être mieux parce qu'elles ont eu un retour d'expérience qui leur a appris, qui leur a permis de surmonter certains problèmes, c'est une très bonne chose aussi. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé avoir des personnes qui me disent « tu n'es pas seul » ou « tu as un potentiel ». Je les ai rencontrés plus tard. Maintenant, j'aimerais être la personne qui m'a manqué dans ma jeunesse. Bien sûr. Donc c'est le but de ma démarche et de ce livre. Eh ben écoute, dans tous les cas, les personnes qui nous regardent peuvent le retrouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description pour accéder au livre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez un retour d'expérience à faire de votre côté, des interrogations, des questions que vous pouvez poser à Martin, n'hésitez pas à le faire également. Il sera, je pense, ravi de pouvoir vous répondre. De mon côté, j'ai un guide du TDAH adulte. Vous pouvez également le trouver en description si vous souhaitez en savoir plus. Merci encore Martin d'avoir fait le déplacement et d'être venu pour tourner ce podcast. Et on l'enregistre d'ailleurs dans l'hôtel qui s'appelle Le Chatard. Je remercie les personnes qui travaillent ici ainsi que le patron qui nous a mis à disposition les lieux pour qu'on puisse tourner ce podcast.